Bonjour, donc nous allons reprendre le cours de droit constitutionnel dans le cadre de cette description de ce que j'ai appelé la fiche signalétique d'une personnalité hors du commun. Je souhaitais décrire ce que j'ai commencé à faire, les éléments constitutifs de l'État, c'est-à-dire ses composantes que sont, vous le savez désormais très clairement, les gouvernants et la nation. Et lors du cours précédent, d'ailleurs, j'ai cherché à développer des raisonnements un peu plus approfondis sur ce concept de nation, qui conduit, vous le savez, à ce critère de nationalité. Et je terminais en vous rappelant la distinction qui existe ailleurs et qui est évolutive en Europe entre le critère de nationalité et la reconnaissance de la citoyenneté. Je vous rappelle, en effet, et enfin, que la nationalité demeure dans tous les pays le critère distinctif, je dirais exclusif ou prépondérant, pour pouvoir être électeur, voire candidat. Et au cours de l'été dernier, d'ailleurs, il y a eu à ce sujet une polémique qui s'est développée aux États-Unis, polémique nourrie par ceux qui n'ont jamais apprécié et accepté que Barack Obama soit élu président. C'était ce groupe de pression que l'on a appelé les birthers, c'est-à-dire ceux qui sont attachés à l'identification du lieu de naissance et qui, donc, voulaient démontrer que Barack Obama étant né au Kenya, et non pas à Hawaï, comme il le prétendrait, n'était donc pas titulaire de la nationalité américaine, ce qui lui interdisait d'être candidat et de devenir président. Évidemment, faux débat, mais pour démontrer toutefois quelle est l'importance que l'on peut parfois donner à ce critère de nationalité. Alors, arrivons à ce qui est la deuxième ligne de réflexion, c'est-à-dire aux relations contradictoires et complémentaires en même temps, c'est-à-dire, vous le savez, la force et la légitimité. La force, la confiance vient d'en bas, l'autorité vient d'en haut, la confiance vient d'en bas. Vous savez, c'est cette fameuse phrase de Sieyès que je vous ai déjà citée. La force, c'est la capacité de contraindre. La force, c'est ce que Max Weber a qualifié, rappelez-vous, dans la définition de l'État, la violence physique. La force, c'est ce que l'État revendique en se portant le représentant de la force publique, exclusif, d'où le monopole de la violence physique. La force publique qui est le complément armé de l'ordre public. L'ordre public, de quoi s'agit-il? L'ordre public fait référence à ces règles obligatoires qui contribuent à maintenir une société pacifiée, c'est-à-dire qui contribuent à assurer la protection, la sécurité pour chacun et pour tous les citoyens. L'ordre public trouve sa base, on pourrait dire idéologique, dans l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui fait de la sûreté l'une de ces 4 valeurs indispensables, c'est-à-dire de ces droits inviolables et sacrés. La sécurité, c'est au fond la première liberté, dit-on aujourd'hui. Elle s'inspire de cette valeur qui est la sûreté. Référence à ce qu'on appelle l'ordre public, et les règles d'ordre public, je tiens à le souligner, celles qui sont qualifiées d'ordre public, sont obligatoires et incontournables. Les particuliers ne peuvent pas, nous ne pouvons pas, conclure de contrats, de conventions particulières, comme dit l'article 6 du Code civil, nous ne pouvons pas conclure de conventions particulières qui iraient à l'encontre de ces règles d'ordre public. Quand on qualifie une loi comme étant en référence
à cette règle d'ordre public, elle est absolue et incontournable. Alors bien sûr, vous imaginez bien que lorsque l'on insiste sur cette obligation, on se trouve confronté très rapidement au problème de la liberté. Entre l'exigence d'un ordre qui soit accepté et la nécessité d'une liberté qui soit épanouie, il faut trouver un compromis. C'est tout le problème du compromis social. Le Conseil constitutionnel en France a contribué à élaborer une jurisprudence qui se veut précisément la prise en compte de ce compromis nécessaire. Je vous citerai deux décisions que vous pouvez aller consulter sur le site du Conseil constitutionnel, ce n'est pas difficile. L'une qui date des 19 et 20 janvier 1981. Et cette décision du Conseil constitutionnel, en date des 19 et 20 janvier 1981, est retenue sous le titre « Loi, sécurité et liberté ». C'est-à-dire qu'elle consiste à apprécier la conformité de cette loi, de ses dispositions, au regard des obligations qui ont un caractère constitutionnel, des objectifs de valeur constitutionnelle. Et que dit ce Conseil constitutionnel dans la décision en question ? Il dit que la liberté individuelle, que la liberté d'aller et de venir, plus précisément, comme il l'identifie, doit se concilier, il emploie le verbe, doit se concilier avec ces nécessités de l'ordre public. Conciliation à rechercher. Une seconde décision pour illustrer la portée et l'importance de ce rôle régulateur du Conseil constitutionnel, c'est une décision du 25 janvier 1985 qui concerne une loi relative à l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie. Je ne m'intéresse pas aux faits ou aux problèmes soulevés, ce n'est pas l'objet ni le lieu, nous en reparlerons plus tard pour d'autres raisons, mais cette loi relative à l'établissement donc, de l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie portait atteinte à quelques libertés publiques, comme on les appelle. Et le Conseil constitutionnel va rappeler que le législateur, c'est-à-dire le Parlement, celui qui confectionne les lois, le législateur, doit toujours établir la conciliation entre l'exercice des libertés individuelles et les exigences de l'ordre public. Ajoutant d'ailleurs que si le législateur doit toujours prendre en compte cette mise en cohérence, cette conciliation entre les libertés publiques et les contraintes de l'ordre public, il ajoute contraintes de l'ordre public qui permettent à ces libertés d'ailleurs d'exister. L'ordre public n'est pas perçu, n'est pas présenté comme étant un frein, il est présenté comme étant un cadre qui autorise à l'intérieur de celui-ci l'épanouissement des libertés individuelles. Et il est vrai que toute liberté, dans le cadre d'une vie sociale, nécessite un encadrement pour qu'elle soit vécue sans être une contrainte insupportable par les autres. Nous sommes au cœur de cette conciliation lorsqu'on évoque cette exigence d'ordre public. Donc, cette exigence prend la forme de ce que j'appelle la force. Ihering, qui fut un philosophe allemand, Ihering, 1818, c'est sa date de naissance, 1890, c'est la date de sa mort. Ihering, donc, disait très clairement, je le cite, qu'un État sans puissance matérielle de contrainte était une contradiction en soi. Un État sans puissance matérielle de contrainte ou de contraindre
est une contradiction en soi. Et il relevait là cette nécessité impérieuse, en effet, d'un État qui puisse faire respecter ses règles. Puissance de contraindre. Contradiction, pourquoi? Contradiction parce que l'harmonie, je dirais, absolue, initiale et spontanée, n'est pas un critère d'organisation des sociétés. Elle n'existe pas, cette harmonie prétendue universelle et préalable. Il faut qu'elle soit le résultat d'un contrat social, et ce contrat social est précisément cette conciliation entre l'ordre public et la liberté. Alors, deux mots encore pour souligner simplement que l'ordre public, c'est un concept très large qui contient des données mesurables telles que la sécurité, la tranquillité, la salubrité, trois aspects d'une même composante qu'on appelle l'ordre public, mais qu'il y a aussi une dimension subjective car l'ordre public inclut ce qu'on appellera, faute de mieux, la morale publique ou la moralité publique. C'est-à-dire non seulement des conditions matérielles qui font que, à partir d'une certaine heure la nuit, il vaut mieux que le silence permette à chacun de vivre quiètement chez lui, mais cela implique aussi qu'il y ait l'acceptation de certains comportements sociaux et collectifs acceptés par tous. Vous voyez qu'on est là dans le subjectif et que cela, naturellement, peut donner lieu à beaucoup d'interprétations. Enfin, l'ordre public, le maintien de l'ordre public, la description, l'organisation de l'ordre public relève de ce qu'on appelle, et vous aurez l'occasion d'appréhender cette action étatique en droit administratif ultérieurement, ce qu'on appelle la police administrative. La police administrative, c'est l'édiction de ces règles d'ordre public, de ces règles de sécurité, de salubrité, de tranquillité, etc., qui permettent aux citoyens de vivre dans certaines relations pacifiques et acceptables par chacun et par tous. Par exemple, lorsqu'un maire prend un arrêté relatif aux règles de stationnement dans sa commune, il s'inspire de cette police administrative. La police administrative, vous le voyez, est celle qui contribue à définir, à décrire, à préciser ce qu'on appelle l'ordre public. Elle se distingue de ce qu'on appelle la police judiciaire. La police judiciaire, c'est celle qui va rechercher les auteurs de délits, de crimes, d'infractions qui auront été repérés au regard de ces règles. Il va de soi que si on s'en tenait là, l'État se trouverait dans une situation éminemment supérieure et dangereuse. Si la seule relation qui existe entre l'État, les gouvernants, et la nation, c'est ce monopole de la violence physique, on peut générer très rapidement, très facilement, un État à vocation totalitaire d'une certaine façon. C'est ce pourquoi toute description équilibrée de l'État implique que l'on évoque le deuxième trait, la légitimité. La légitimité, c'est un concept beaucoup plus délicat à appréhender que la force dont on perçoit très bien les éléments. La légitimité, d'abord pour la définir, je vous citerai à nouveau Georges Burdeau. La phrase en question, qui va vous paraître sans doute assez vague, mais qui méritera bien sûr des compléments de précision. Peuvent être considérés comme légitimes tout acte ou situation peuvent être considérés comme légitimes tout acte ou situation qui peuvent se réclamer de l'idée de droit valable à un moment donné dans une société donnée. Autrement dit, doivent être tenus pour légitimes, je répète, tout acte ou situation qui peut se réclamer de l'idée de droit
valable dans une société donnée à un moment donné. La formule est délibérément vague. Il est difficile d'aller au-delà, je vais préciser les 3 aspects. Premier aspect, la revendication de légitimité s'inspire d'une référence à l'idée de droit. Idée de droit. Ce qui me conduit d'emblée à opérer une distinction essentielle entre la légitimité et la légalité. En un seul mot, l'égalité, bien sûr. Car nous sommes sur 2 registres et 2 logiques différentes. La légitimité, c'est ce qui est conforme aux valeurs, ce qui est conforme à la justice. La légalité, c'est ce qui est conforme au droit positif, ce qui est conforme aux procédures. Ce qui veut dire que dans le cadre de la légitimité, on se réfère, vous le voyez, au fond, aux principes, comme je le disais, aux valeurs, alors que dans le cas de la légalité, on s'intéresse à la forme, à la procédure et à l'apparence. Exemple, pour vous montrer la distinction, exemple qui est souvent cité en référence. En 1940, la France était dirigée par le maréchal Pétain, fondateur du régime de l'État français. Il est coutume, et c'est exact, de dire que le régime de l'État français était un régime légal. Pourquoi légal? Parce que le maréchal Pétain avait été investi selon la procédure que prévoyait la Constitution de la Troisième République, en conformité, investi par les députés. Entre parenthèses d'ailleurs, ce n'est pas l'un des moindres paradoxes de notre histoire tumultueuse que ce soit la Chambre élue en 1936, c'est-à-dire à majorité Front populaire, qui est investi le maréchal Pétain, ça ne peut que semer un trouble. Enfin, c'est ainsi. Donc, l'égalité. Alors que le 10 juillet 1940, donc, le maréchal Pétain est investi conformément aux procédures prévues par la Constitution, quelques semaines auparavant, le 18 juin 1940, le général de Gaulle s'est exprimé à partir de la BBC à Londres pour appeler à la résistance contre l'occupant. C'est ce fameux appel du 18 juin qui sera fondateur de la France libre et dont on dit, avec moins de certitude que dans le cas précédent, que de Gaulle représentait la légitimité par rapport à la légalité. Pétain, la légalité absolument, de Gaulle, illégal naturellement, puisque personne ne lui a donné le pouvoir régulièrement de représenter la France. Il a même été condamné à mort par contumace par ce régime de Vichy. Donc, il s'est instauré lui-même, ce qui est le contraire de la légalité, puisque s'instaurer soi-même porteur de ce pouvoir, c'est aller à l'encontre des procédures régulièrement prévues. Il s'avère que l'on dit qu'il est légitime, ce qui laisserait entendre, et c'est là où le doute peut être mis sur le fond, que les Français, majoritairement, en juin 1940, soutenaient cette action de rébellion contre l'occupant dans la volonté de libérer le territoire national. Ce n'est pas si clair, ce n'est pas si simple. Cette légitimité, elle va certainement se développer à partir de 1943, mais avant, point d'interrogation, il est faux de prétendre que les Français étaient d'emblée et majoritairement des résistants en 1940, ils ne le furent d'ailleurs jamais totalement. Donc, vous voyez, c'est simplement pour vous faire comprendre la différence entre légitimité et légalité. Alors évidemment, un régime politique, des gouvernants, dans la situation la plus naturelle, sont à la fois légaux et légitimes. Aujourd'hui, le président de la République française s'inscrit dans une légalité républicaine qui est celle qui fait référence
aux articles de la Constitution 6 et 7, d'ailleurs pour être précis, en ce qui concerne son élection. Et le président de la République rencontre aussi la légitimité, puisqu'il rencontre l'idée majoritairement admise que le suffrage universel doit être la source du pouvoir. Seulement, il peut arriver que des gouvernants se trouvent dans une situation étant légaux mais non légitimes, ou illégitimes mais légaux, ou illégaux et légitimes, pardon. Je vais prendre quelques exemples pour illustrer cela. Tout régime qui est né de la révolution, d'une révolution, par exemple, lorsque Lénine instaure en 1917 le gouvernement des soviets, des bolcheviks, lorsque Lénine instaure ce régime à Moscou, il est en rupture, évidemment, c'est la définition même de la révolution, la rupture. Donc il est en rupture avec l'ordre précédent qui était un ordre tsariste, donc illégal. Mais le fait que ce pouvoir se soit maintenu, se soit assumé, se soit assuré, lui donne une continuité qui sera considérée comme étant une légitimité. On a tendance, ce qui peut aussi donner lieu à beaucoup de commentaires, on a tendance à penser que quand un gouvernant bénéficie du temps pour lui, sa légitimité peut être présumée. Alors, il va de soi que, dans ce cas de figure, lorsque un régime est illégal par son arrivée, mais s'avère être légitime par sa durée, eh bien, il va secréter sa propre légalité. La légalité socialiste, marxiste, qui sortira de ce gouvernement mis en place en 1917, va nourrir un ordre juridique différent. Je répète, et je prends volontairement cet exemple, un régime, un gouvernant qui n'est pas légal au moment de son arrivée du fait de la rupture révolutionnaire qui l'a conduit à s'accaparer le pouvoir, va par la suite provoquer, dès lors qu'il reste au pouvoir, en fait, du fait de cette continuité, la légalité adaptée aux valeurs de cette révolution. Alors, je tiens quand même à dire que nous sommes dans le domaine de la subjectivité absolue. C'est-à-dire que quand on renvoie à l'idée de droit, qui est la définition de Georges Burdeau, on se trouve, vous le voyez, dans le domaine des croyances, c'est-à-dire dans le domaine des actes de foi, qui par définition ne se démontrent pas mais se ressentent. Pendant des siècles, il a été admis que le roi était le représentant de Dieu sur terre, le lieutenant de Dieu sur terre, croyance. Mais lorsqu'on dit que désormais les gouvernants doivent être élus au suffrage universel direct pour asseoir leur légitimité, c'est aussi un acte de foi. C'est apporter crédit au principe selon lequel celui qui a recueilli plus de voix qu'un autre est considéré comme représentant de l'ensemble. On ne peut pas faire plus belle fiction que celle-là, mais c'est comme cela. Donc, tout repose sur des croyances. C'est ce pourquoi la définition de la légitimité se trouve, vous le voyez, au cœur de polémiques. À l'époque de la guerre froide, bien sûr, chacun des deux camps imaginait que eux seuls, chacun d'entre eux, était porteur de la légitimité démocratique. Mais lorsque, par exemple, les soviétiques contribuaient à déstabiliser les régimes qui étaient dans le camp occidental habituellement, ils estimaient qu'ils faisaient œuvre de libération en fonction de leur potentiel révolutionnaire, de leurs idées, de leurs valeurs. Alors je ne prétends pas que toutes les valeurs se valent, si je puis dire, mais nous sommes dans le domaine, je le répète, d'une relation entre chacun et le groupe auquel il appartient, en fonction de ses croyances. Certes, aujourd'hui, parce qu'on n'a pas trouvé mieux, le suffrage universel semble être la référence qui légitime le plus durablement des gouvernants, mais d'autres peuples pensent autrement.
Pour autant, on n'a pas à adhérer à leur croyance, c'est la leur, mais il faut toutefois la prendre en compte. Il y a des régimes dans lesquels les gouvernants, pour être reconnus, doivent être en conformité avec l'islam, puisqu'ils sont porteurs de la vérité religieuse du Coran. Donc, vous voyez que nous sommes sur un terrain qui est un terrain extrêmement passionnel et subjectif. C'est ce pourquoi, d'ailleurs, certains ont essayé de trouver autre chose. Certains ont essayé de trouver d'autres critères. Tiens, Max Weber, par exemple. Max Weber, 1864-1920, pour rappeler une fois encore ses dates de naissance précises, Max Weber, donc, va identifier 3 sources de légitimité. Il va dire, il y a première source possible, première identification possible, la légitimité qu'il appellera la légitimité traditionnelle, celle qui repose sur les coutumes, c'est-à-dire qui fait que l'on obéit au gouvernant parce que c'est comme cela depuis la nuit des temps. Ces coutumes qui constituent les alluvions de l'histoire, en quelque sorte. Deuxième légitimité, qu'il appelle, je le cite, la légitimité charismatique. La légitimité charismatique, c'est-à-dire la légitimité qui conduit à obéir à un gouvernant parce que c'est lui, en raison de ses qualités personnelles. Vous savez qu'il s'agit là d'une ligne d'appréciation du pouvoir. J'ai eu l'occasion de présenter cet aspect en sciences politiques. Et puis, troisièmement, il y a la légitimité de type légal rationnel, comme il l'appelle, légal rationnel, c'est-à-dire plus bureaucratique, plus fondé sur une sorte d'accumulation de règles de droit qui sont elles-mêmes le produit d'une catégorie de personnes qui ont charge de l'élaboration de ces règles. Donc légitimité traditionnelle, la coutume, légitimité charismatique, les qualités inhérentes à celui qui gouverne, et légitimité légale rationnelle fondée sur la compétence, en quelque sorte, en termes de capacité normative de ceux qui inventent et fabriquent les lois. Mais vous voyez que avoir ainsi décrit 3 sources ne répond pas au problème de savoir qu'est-ce qui fait que le devoir d'obéissance devient naturel, devient automatique, devient finalement une donnée qui est une donnée que tous les citoyens, ou l'immense majorité d'entre eux, acceptent. Comment se fait-il? Car c'est bien cela, l'intérêt de la légitimité, c'est de rendre l'obéissance naturelle. Alors d'autres ont essayé de trouver d'autres critères en disant, puisque l'on est dans un domaine un peu friable, domaine des croyances, domaine des valeurs, pourquoi ne pas dire, par exemple, qu'un gouvernement ou que des gouvernants seraient légitimes s'ils pratiquaient une bonne politique? Certains se sont essayés à ce type de raisonnement qui ne tient pas la distance parce que, premièrement, qu'est-ce qu'une bonne politique? C'est une appréciation qui est aussi subjective, sinon plus, que la précédente. Et puis, en tout état de cause, une politique n'est bonne qu'au vu de son résultat. Mais au moment où elle se décrit, se délimite, se met en œuvre, il est trop tôt pour en juger quant aux conséquences qu'elle entraîne. Et puis même, si l'on admettait qu'on pourrait trouver un critère admis par tous de ce qu'on appelle une bonne politique, ça peut conduire à des situations assez curieuses. Regardez, le gouvernement de la terreur, Robespierre, 1793, dont on peut dire tout, mais certainement pas qu'il était la traduction de valeurs communes, puisque c'était un régime révolutionnaire, et qui, dans l'outrance de la terreur, avait installé un ordre à tonalité totalitaire. Eh bien, il n'empêche que
Ce gouvernement de Robespierre et de ceux qui vont l'accompagner, les historiens le disent ou le reconnaissent aujourd'hui, ont ou a sans doute permis à la France de ne pas être envahie. La guerre contre les immigrés, les émigrés, est une guerre contre les monarchies qui entouraient la France, est une guerre qui n'a pas été perdue en raison de la mobilisation nationale, donc bonne politique. Et alors on justifierait la terreur, ce qui est grave. À l'inverse, quand on regarde les gouvernants de la Troisième République, personne ne contestera leur légalité et leur légitimité. Personne. Et pourtant, le résultat de ces gouvernants, ce sera la défaite de 1940. Donc on suspecterait leur légitimité parce qu'il y aura eu cet échec retentissant, tonitruant et inacceptable de 1940. Vous voyez que quand on sort de ce seul critère, référence à des valeurs, on se perd dans des interprétations qui sont encore plus nébuleuses ou difficiles à maîtriser. Alors restons-en là. Il s'agit des valeurs qui sont des valeurs dominantes à un moment donné. Alors ça, c'était le premier aspect que je voulais retenir de la définition de Georges Burdeau. Doivent être tenus pour légitimes l'acte de la situation qui peuvent se réclamer de l'idée de droit. Il ajoute, deuxième, valable à un moment donné, deuxième observation, les valeurs changent, les sociétés évoluent. Les valeurs sont les produits, en quelque sorte, dérivés de ces évolutions. Une société rurale n'aura pas les mêmes principes d'organisation qu'une société industrielle ou qu'une société urbaine. Donc, il ne faut pas s'étonner que ce soubassement, permettant et conduisant à l'obéissance des gouvernants, à l'égard des gouvernants, change selon la nature des sociétés à un moment donné. Et troisième élément de cette observation, lorsque Georges Burdeau évoque une idée de droit valable à un moment donné dans une société donnée. Il y a une variabilité dans le temps et dans l'espace. Je répète que les valeurs sont propres à chaque société, c'est ce qu'on appelle la culture spécifique de chaque société. Donc, ces principes que je suis en train d'évoquer signifient bien, vous le voyez, qu'en termes de légitimité, nous sommes dans le monde de... Alors, la conséquence de la subjectivité, comme je l'évoquais à l'instant, la conséquence. Pourquoi évoquer la légitimité ? Parce que c'est son existence qui génère l'obéissance. C'est parce que l'on pense que les gouvernants ont le droit d'imposer des règles qu'on obéit à ces règles. Et ce droit à l'obéissance, je vais prendre peut-être une comparaison pour mieux vous faire comprendre. C'est une comparaison avec le droit des personnes. Vous aurez l'occasion de vous aventurer sur un droit passionnant et délicat, qui est le droit des personnes, notamment le droit de la filiation. Et vous apprendrez, ce que vous savez sans doute déjà par ailleurs, qu'en termes de filiation, traditionnellement, le droit des personnes évoque une distinction entre ceux qu'on appelle les enfants légitimes et ceux qu'on appelle les enfants naturels. Les enfants légitimes étant les enfants nés du mariage et les enfants naturels étant ceux qui sont nés hors mariage. Eh bien, lorsque, par exemple, un homme a des enfants légitimes et par ailleurs a procréé des enfants naturels, il peut réaliser une opération qu'on appelle process de légitimation. Il peut chercher à vouloir légitimer ses enfants naturels. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il va demander au tribunal que les enfants naturels qu'il a pu avoir aient les mêmes droits que les enfants légitimes. On fait comme si ces enfants naturels sont devenus légitimes. C'est le processus de légitimation qui représente, c'est moins précis aujourd'hui puisque le droit des personnes évolue, mais c'est pour l'analogie, vous compreniez bien. Le processus de légitimation, c'est faire comme si. Eh bien, la légitimité, en termes politiques, c'est la même chose. C'est faire comme si. On fait comme si les gouvernants étaient naturellement, dans leur fonction,
de gouverner, c'est-à-dire d'imposer des règles à l'ensemble de la société. On fait comme si. C'est cette transposition. Alors quand vous ajoutez les deux éléments, la force, puis et la légitimité, vous voyez qu'il y a un double mouvement. La force contraint et la légitimité oblige. Et c'est l'addition des deux qui donne l'autorité de l'État dans le cadre de ces gouvernants qui interviennent par l'intermédiaire notamment de l'édiction des règles de droit. Il y a donc, en termes de relations complémentaires, vous le voyez, ces deux aspects, la force, la légitimité. Voilà, en quelques mots, comment on peut décrire les éléments constitutifs de l'État. Je dis bien en quelques mots. Deuxième point, entre parenthèses, le plan va être sur Moodle, s'il ne l'est déjà, ce sera aujourd'hui. Donc, plutôt que de dépenser, et pour protéger l'environnement, du papier en nombre conséquent, j'ai, avec ceux qui assurent le TD hier, décidé que ce serait sur Moodle, et que vous pouvez donc tous accéder à Moodle, et vous aurez le plan du cours de cette façon. Comme ça, il est à votre disposition. Donc, pour revenir à ce plan, je vous parle de cette fiche signalétique d'une personnalité hors du commun. Premier point, je vous ai dit les éléments constitutifs de l'État, les composantes gouvernants et nation, les relations complémentaires, force et légitimité. Deuxièmement, les caractères identificateurs de l'État. Les caractères identificateurs de l'État. Pour reprendre cette idée d'enquête, nous sommes en train de regarder d'un peu plus près la carte d'identité de l'État, si vous voulez. Alors, on essaie de voir quel est son mode d'identification, et quand on décrit ces caractères identificateurs, deux sont à mettre en exergue. L'un, c'est la personnalité juridique, l'autre, c'est la souveraineté. La personnalité juridique, je vais vous en parler en termes très succincts, puisqu'elle nourrira d'autres enseignements et il n'est pas nécessaire de faire double emploi. En revanche, je vais m'attarder un peu plus longuement sur la souveraineté parce qu'elle pose de tels problèmes que j'ai intitulé les propos la question de la souveraineté plutôt que la souveraineté simplement. Mais revenons à ce premier trait, ce premier caractère, la personnalité juridique. L'État est une personne. Je le rappelle une fois encore, l'État est une personne. Et je souligne à nouveau que le concept de personne juridique est un concept qui traduit une fiction. Vous voyez que le droit est rempli de fiction. Je vous en ai parlé pour cette légitimité, faire comme si. Eh bien, de la même façon, là, c'est une invention, c'est une création. Quel est l'intérêt de cette création? Qu'est-ce que ça veut dire? Dire de quelqu'un qu'il est une personne ou qu'elle est une personne juridique. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça entraîne 4 prérogatives. D'abord, ça veut dire que cette personne bénéficie du temps, de la continuité, de la pérennité. C'est d'ailleurs un peu ce que l'on évoque avec l'institutionnalisation. Toute personne juridique bénéficie d'une existence remplie de droits et d'obligations. Elle vit, elle a une vie dans le temps et une vie qui peut être dans la permanence. Deuxième caractéristique, deuxième avantage, être doté de la personnalité juridique, ça veut dire détenir un patrimoine. Détenir un patrimoine, c'est-à-dire disposer de moyens d'action, disposer de biens, disposer d'avoir, disposer de la capacité de mobiliser des recettes et d'organiser des dépenses. Et d'un domaine, on parlera du domaine public. Troisièmement, ça veut dire le fait, naturellement, d'être une personne juridique, ça veut dire que l'on peut agir juridiquement. C'est-à-dire que l'on peut émettre des actes juridiques,
que l'on peut nourrir, je le répète, des droits et identifier des obligations. Ce qui signifie enfin, quatrièmement, que le fait d'être une personne juridique donne à celle-ci le droit d'être reconnue par les tribunaux, de pouvoir porter un recours, c'est-à-dire ester en justice, de pouvoir être l'objet d'un recours, d'avoir, vous le voyez, une vie juridique et judiciaire, pourrait-on dire. C'est cela, c'est évidemment un peu abstrait, et j'espère que vous en mesurez toute la densité, parce que c'est fondamental dans l'appréhension de ce qu'est le droit. Le fait de dire d'un objet, d'une chose ou d'un individu qu'il est une personne, ça veut dire qu'au plan juridique, il a ces 4 caractéristiques qui sont consubstantiellement liées à cette identification. Donc l'État est une personne juridique, mais pas n'importe laquelle, car à l'intérieur même de cette catégorie générique de personnes juridiques, il faut opérer, en quelques mots, une distinction. Distinction entre les personnes physiques et les personnes morales. Oh, cette distinction, elle est essentielle et facile à comprendre. Une personne physique est une personne reconnaissable parce qu'on la voit, qu'elle a une apparence physique, une apparence tangible, alors qu'une personne morale est une personne qui a été créée par cette fiction juridique, à laquelle on a donné cette vie. On a insufflé la vie en lui donnant cette qualité, mais elle n'a pas cette visibilité. Aucune connotation éthique. Il n'y a pas des personnes morales et des personnes immorales. Personne physique, personne morale. C'est là la distinction. À l'intérieur des personnes morales, parce que bien sûr, l'État est une personne morale, à l'intérieur de cette personne morale, il faut aussi opérer une autre distinction. Évidemment, et une fois encore, nous retrouvons notre double identification thématique entre le droit privé et le droit public. Il existe des personnes morales de droit privé et il existe des personnes morales de droit public. Différence. Différence, c'est que dans la catégorie des personnes morales de droit privé, vous trouvez des personnes qui sont soumises aux règles de droit privé, c'est-à-dire droit des personnes, c'est-à-dire droit commercial, c'est-à-dire droit social, habituel, etc., comme les sociétés anonymes, comme les sociétés personnelles, comme les associations, etc. Dans la catégorie des personnes morales de droit public, qui ont pour particularité de mettre en mouvement ce qu'on appelle l'intérêt public, au sens vague et général du mot, ces personnes sont soumises à des règles dérogatoires, comme on dit, je reprends la formule que j'ai déjà utilisée, je crois, à la première heure, dérogatoires du droit commun, c'est-à-dire qui ne sont pas les mêmes que celles que l'on trouve dans le droit privé, qui bénéficient de prérogatives, de privilèges, en raison du fait qu'elles sont postulées comme étant porteuses de cet intérêt public. Alors donc, à l'intérieur de ces personnes morales de droit public, une distinction supplémentaire sera faite entre les collectivités territoriales et les établissements publics. Alors, différence, très simplement, les collectivités territoriales sont des personnes morales de droit public à compétence générale sur un territoire identifié. Elles sont territoriales parce que leur compétence s'exprime sur un espace qui est identifié avec ses propres frontières. Alors que parmi les établissements publics, vous trouverez des établissements publics territoriaux et des établissements publics fonctionnels. Je vais revenir sur cette distinction tout de suite. Les collectivités territoriales, en quelques mots, ce sont donc des personnes morales de droit public à compétence générale dans le cadre d'un territoire identifié. En France, il y en a 4. Il y a la commune,
Vous savez que chaque commune est une personne morale de droit public à compétence générale, c'est-à-dire que le maire, le conseil municipal gère un territoire qui est limité par les frontières communales. Le département qui est aussi une collectivité gérée par le conseil général et le président du conseil général disposant de compétences sur cet espace qui est celui du département. La région qui est devenue aussi une collectivité territoriale, comme l'on dit, de plein exercice, dans le cadre de révisions constitutionnelles que j'évoquerai un peu plus tard, et l'État. Voilà. Ce sont les quatre collectivités territoriales. Vous voyez donc que l'on peut définir l'État comme étant une personne morale de droit public à compétence générale, c'est-à-dire une collectivité territoriale à compétence générale, par définition. Alors que les établissements publics, qui sont aussi des personnes morales, ont une particularité, c'est qu'elles sont généralement enfermées dans des compétences limitées, un territoire plus réduit que dans le cas des collectivités territoriales. Je vais prendre deux exemples pour que ce soit clair dans cette première approche qui n'est simplement qu'une approche de vocabulaire au fond. Je vais prendre deux exemples. Je vais prendre l'exemple de la communauté urbaine, Brest Métropole Océane, communauté urbaine. Cette communauté urbaine est un établissement public. Ça veut dire que cette personne morale qui est la conséquence de l'addition de 8 communes membres, cet établissement public détient des compétences énumérées, limitatives, alors que chaque commune à l'intérieur a une compétence générale. Donc vous voyez, c'est la capacité d'action qui fait la distinction. Deuxième exemple, l'hôpital. L'hôpital est un établissement public hospitalier. Et sa distinction, c'est qu'il a des fonctions qui sont identifiées, et vous le voyez, restrictives. Un hôpital ne peut pas construire des routes, un hôpital ne peut pas construire des piscines, un hôpital est en place pour soigner les malades et faire avancer la recherche médicale. Donc, des obligations qui sont des compétences qui sont identifiables et restrictives. C'est la summa divisio, comme on dit, c'est-à-dire la division essentielle qui permet de garder une idée claire au départ entre les collectivités territoriales et les établissements publics. Vous verrez que ça se complique un peu plus quand on entre dans les jurisprudences complémentaires, mais ce n'est pas ni le moment ni la nécessité de le faire aujourd'hui. Donc, je reprends le cheminement. Personne juridique, personne morale, personne physique. Personne morale, collectivité territoriale, établissement, personne morale de droit public, personne morale de droit privé, pardon. Dans le cadre de ces personnes morales de droit public, collectivité territoriale, établissement public. Alors, vous voyez que pour les établissements publics, certains sont reliés à des territoires. C'est ce qu'on appelle l'intercommunalité, par exemple. Et d'autres sont expressément et spécifiquement reliés à des fonctions. L'université est aussi un établissement public, dont la vocation, c'est donc l'enseignement et la recherche. Point, c'est tout. C'est-à-dire qu'il ne peut pas aller sur d'autres territoires en termes d'équipement ou d'investissement sous d'autres formes. Si l'on s'en tenait là, vous voyez qu'on a vu l'État comme étant une personne morale au même titre que la commune, que le département, que la région. Mais ce n'est pas suffisant. L'État, signe particulier, qui est un signe d'identification très fort, du moins qui était très fort, c'est la souveraineté. Et pour compléter la définition de l'État, je pourrais vous dire que c'est donc une collectivité territoriale souveraine. Et nous en arrivons à ce qui est précisément le second point, c'est-à-dire cette perception de la souveraineté. Alors, avant d'en parler, je ferai la pause, mais d'ores et déjà, comprenez bien que nous touchons là
à quelque chose d'important, parce que c'est là le critère distinctif de toute autre personne juridique. Il n'y a qu'une personne juridique qui se voit reconnaître la qualité de souveraineté, de souverain, c'est l'État. Nous allons donc voir ce que cela veut dire et comment ce concept est en cours d'évolution en évoquant ce que j'ai appelé la question de la souveraineté. Mais je vais faire la pause maintenant, c'est plus facile, plutôt que de commencer des propos et de les interrompre en cours de démonstration. Merci de votre concentration. La question de la souveraineté. La souveraineté, c'est l'absolu. La souveraineté, c'est une dimension de compétence qui renvoie à la capacité sans borne de Dieu, origine divine. D'ailleurs, son représentant dans l'Église catholique, le souverain pontife, est porteur de cette dimension. Lorsqu'une personne se voit reconnaître cette qualité, cela veut dire, premièrement, qu'elle n'a pas à justifier ses décisions, c'est-à-dire qu'elle n'a de compte à rendre à personne. Deuxièmement, qu'elle ne dépend d'aucune autre personne, c'est-à-dire qu'elle est libre, autonome. C'est l'autodétermination absolue. Voilà ce que c'est que la souveraineté. Donc vous voyez, c'est ambitieux comme exigence, c'est définitif comme conséquence. Ça veut dire que l'État, puisqu'il est détenteur de la souveraineté, un État est souverain par principe. Cela veut donc dire qu'il est dans cette logique. Il n'a de compte à rendre à personne. À l'intérieur même du territoire sur lequel il intervient, il n'a pas de rival. L'ordre public, dont je parlais tout à l'heure, ne se sous-traite pas, ne se délègue pas, ne se transfère pas. C'est une mission régalienne, comme on dit. Pour rappeler son origine à l'époque monarchique, c'est une mission régalienne qu'il traduit cette souveraineté. C'est le monopole dont parle Max Weber de la violence physique légitime. Mais aussi, cela veut dire que cet État, qui ne peut avoir de concurrent dans le cadre de ce fonctionnement interne, est aussi reconnu par les autres avec cette intensité. Il est indépendant, c'est l'indépendance. D'ailleurs, c'est l'acte de naissance de tous les États, lorsqu'ils se produisent brutalement ou à une date précise, ils proclament leur indépendance. Les États-Unis, le 4 juillet 1776, ont proclamé leur indépendance. Comme le Kosovo l'a fait en 2008. Comme l'Ossétie du Sud l'a fait aussi au cours de l'été 2008. C'est l'affirmation de l'indépendance, la reconnaissance de l'indépendance. Alors évidemment, au plan international, c'est moins clair que cela, parce que c'est très beau de dire « je suis indépendant », mais encore faut-il que les autres reconnaissent que c'est vrai. Je rappelle par exemple que le Kosovo a été reconnu comme État indépendant dans les premiers mois qui ont suivi par 18 États, dans les semaines qui ont suivi. 18 États, 18 autres entités souveraines. Ce n'est pas encore beaucoup par rapport aux presque 200 États qui sont à l'ONU. Je rappelle que l'Ossétie du Sud a été reconnue par 3 États, la Russie, le Nicaragua et plus récemment le Venezuela. Est-ce bien suffisant pour que cette indépendance soit effective? Problème de droit international. Mais cela veut dire, vous le voyez, que la souveraineté se décline sur les deux plans, au plan international et au plan interne.
Il revient à Jean Bodin, encore lui, B-O-D-I-N, les 6 livres de la République, 1576. Il revient à Jean Bodin d'avoir clairement défini ce que signifiait la souveraineté. Il disait la souveraineté, il écrivait la souveraineté, pardon, dans ses 6 livres sur la République, c'est la puissance absolue, je le cite, la puissance absolue et perpétuelle. Puissance absolue et perpétuelle. On ne peut pas dire mieux. Jean-Jacques Rousseau, dans le contrat social en 1762, dira la souveraineté est indivisible et inaliénable. Vous voyez que dans chacun de ces qualificatifs, on retrouve cette idée d'absolu. Absolu dans la densité, absolu dans le temps, absolu en soi-même, si je puis dire. C'est ce que Charles Eisenman, E-I-S-E-N-M-A, 2-N, Eisenman, qui est, je le rappelle, le traducteur de Hans Kelsen en France. Donc Charles Eisenman appellera, je le cite, la discrétionnalité totale. Alors ça mérite peut-être un peu d'explication, mais c'est important au plan juridique. La discrétionnalité totale. Ça veut dire ceci. Toute autorité, notamment toute autorité publique, dispose de compétences. On peut identifier 2 types de compétences. Des compétences, et vous verrez cela plus en détail dans le cadre de vos études de droit, des compétences liées. Une compétence est qualifiée de compétence liée lorsqu'elle est automatique. C'est-à-dire que si le préfet ou le maire détient le pouvoir de délivrer le permis de construire, il devra le délivrer automatiquement dès lors que les conditions légales et réglementaires sont respectées. C'est automatique. De même qu'un appareil de distribution de boissons, en principe, vous mettez un jeton, une pièce, et vous commandez la boisson que vous voulez et vous l'obtenez. C'est automatique, c'est ça. Donc vous voyez que la compétence liée ne laisse pas beaucoup de marge de manœuvre, ne traduit pas beaucoup de liberté d'appréciation. Alors que la compétence que l'on appelle discrétionnaire, c'est une compétence qui permet à celui qui la détient de choisir s'il doit ou non agir et de choisir comment il veut agir. Donc qui lui redonne cette capacité d'appréciation. En conséquence, lorsque Charles Eisenman dit l'État se définit comme étant détenteur de la discrétionnalité totale, ça veut dire qu'il a une liberté totale d'appréciation, qu'il se décide comme il veut, dans le sens qu'il choisit. C'est le sens de ce qu'on appelle la souveraineté. Alors, pour aller plus avant, je voudrais examiner les 2 logiques. Et dans le plan, vous verrez que c'est le premier thème qui est identifié à propos de la question de la souveraineté. Et nous touchons là à quelque chose de classique en droit constitutionnel, qui est la distinction entre la souveraineté nationale et la souveraineté populaire. Souveraineté nationale, souveraineté populaire. Voilà. 2 expressions éminemment différentes, même si elles sont confondues dans notre Constitution, ce sera l'objet de la démonstration. 2 notions éminemment différentes. La souveraineté nationale, comme l'expression le dit, signifie que le fondement de cette souveraineté, ce qui donne à l'État cette caractéristique de pouvoir faire ce qu'il veut, c'est parce que toutes ces actions sont fondées sur la nation, qui est le porte-parole de la nation. C'est d'ailleurs ce que précise la Déclaration des droits de l'homme, encore une fois, celle de 1789. La souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nulle personne ne peut exercer d'autorité sans s'en prévaloir, sans s'y référer.
Donc c'est la base explicative. C'est parce que l'État s'appuie sur la nation qu'il peut transformer cet appui, ce socle, en souveraineté. Alors, cette conception entraîne deux conséquences. Première conséquence, la nation étant par nature un concept, c'est-à-dire une réalité abstraite, on l'a vu, c'est un ensemble, communauté d'appartenance fondée sur des éléments. À ce sujet d'ailleurs, pour actualiser quelque peu, je vous conseille la lecture du supplément du Monde daté d'aujourd'hui qui traite du Danemark, qui est présenté comme étant le pays où il fait bon vivre. Et vous lirez l'article, vous verrez que l'un des critères qu'un sociologue interviewé reprend, c'est de dire parce que nous nous sentons membres d'une même communauté. Ce sentiment d'appartenance à une tribu, si on peut dire, qui est constituée du peuple danois, nous donne une force et génère cette commune envie de vivre ensemble. Parenthèse, c'est pour actualiser tout ce que j'ai pu amorcer brièvement à propos de la nation. Donc la nation, vous voyez, c'est une façon de vivre, c'est un mode de vie, c'est a common way of life, comme on pourrait dire. Eh bien, précisément, parce que c'est abstrait, on ne peut l'avoir qu'avec ses représentants. La souveraineté nationale implique que la nation désigne des porte-paroles. C'est ce que dit Montesquieu dans L'Esprit des lois, lorsqu'il dit « Le peuple est admirable dans le choix de ceux qu'il représentera dans le cadre de la nation ». Autrement dit, les représentants, ce sont les porte-paroles, ce sont les mandataires, ce sont les mandants, ceux qui ont reçu le mandat de la nation pour agir en son nom, les représentants, les porte-paroles, on pourrait dire les délégués. C'est la logique même. Et vous voyez apparaître évidemment les parlementaires comme étant les premiers représentants de ce principe représentatif. Car on appelle cette obligation de délégation le principe représentatif. Et quand on parle de la démocratie représentative, une expression encore qui est connue et reconnue, elle veut signifier que cette démocratie fonctionne par le truchement, par l'intermédiaire de représentants. Ce sont ceux-là qui représentent la nation. La deuxième conséquence, c'est que ces représentants sont détenteurs d'un mandat général. C'est-à-dire que chacun d'entre eux représente l'ensemble. Ce qui oppose la nature de ce mandat à ce qu'on appelle le mandat impératif. On qualifie le mandat de représentatif par distinction, par opposition à ce qu'on appelle le mandat impératif. Alors, différence. Le mandat représentatif renvoie à la globalité. Autrement dit, de manière cohérente, doctrinale, théorique, un député n'est pas député du Finistère, il est député de la nation française, d'où qu'il vienne. C'est cette logique englobante qui est en référence directe à ce concept abstrait qu'est la nation. Lorsqu'en 1871, les députés élus à l'Assemblée se sont trouvés malheureusement coupés de toute circonscription, puisque leur circonscription devenait partie prenante de la souveraineté allemande. Et ils ont continué à siéger à l'Assemblée. Et c'est logique, dans la logique, je le répète, de ce que je viens de souligner. Un mandat représentatif, cela veut dire que chacun, d'ailleurs, article 7 de la Constitution française de 1958, tout mandat impératif est nul. Parce que le contraire du mandat représentatif, c'est le mandat impératif. Un mandat impératif, c'est un mandat qui s'appuie sur des comptes à rendre, à des catégories identifiées, des groupes de pression, des électeurs, des groupes professionnels,
C'est-à-dire que celui qui a un mandat impératif n'a pas une liberté de décision. Nécessairement, il doit représenter le corps qu'il a désigné. Deux exemples. Premier exemple, aux États-Unis, les grands électeurs, on en reparlera techniquement, les grands électeurs qui désignent le président, qui choisissent le président américain, ont un mandat impératif. C'est-à-dire que s'ils sont démocrates, ils doivent voter pour le candidat démocrate. S'ils sont républicains, ils doivent voter pour le candidat républicain. Donc on sait quel sera l'équilibre, puisqu'on connaît l'identité et l'origine partisane de l'ensemble de ces mandataires. Mandat impératif. Les représentants, deuxième exemple, qui viennent des Länder allemands, au Bundesrat, le Bundesrat étant la seconde chambre du Parlement allemand, constituée, je le répète, de membres, on en reparlera aussi plus en détail un peu plus tard, donc qui représentent chacun un Länder, enfin plusieurs par land, bien sûr, chacun un land. Eh bien, naturellement, chacun d'entre eux est porteur des intérêts du territoire qu'il représente. C'est cela un mandat impératif. Donc, comprenez bien, c'est important au niveau, au moins, de la théorie du droit constitutionnel, la différence entre la logique du mandat représentatif et celle du mandat impératif. Alors, quand j'ai dit cela, bien sûr, vous vous rendez compte que et c'est là peut-être où commence le problème de notre démocratie, ici et ailleurs, c'est que les élus, les représentants, se considèrent évidemment comme étant les porte-parole de leurs électeurs. S'ils veulent se faire réélire, vaut mieux. Il vaut mieux qu'ils soient en osmose avec le corps électoral de la circonscription qui est leur base élective. Donc, ils se comportent davantage en assistants sociaux ou en porte-parole, ce qui est contraire au principe de la souveraineté nationale dont ils sont les représentants. Deuxième logique, la souveraineté populaire. La souveraineté populaire. Alors, la souveraineté populaire signifie que le fondement, la base de la souveraineté, ce n'est plus la nation, mais c'est le peuple. Alors, on pourrait dire c'est la même chose. Non. En droit constitutionnel, c'est essentiellement différent. Pourquoi ? Le peuple, c'est l'addition de ses composantes. Le peuple, il est constitué de ceux qui le forment. La vision du peuple est, dans le droit constitutionnel, perçue avec une identification plus quantifiée, plus vérifiable, plus identifiée. Ce qui veut dire que le peuple n'a pas besoin de représentants, il se représente lui-même. Et ça, c'est Jean-Jacques Rousseau. Lorsque Jean-Jacques Rousseau dit que la souveraineté est inaliénable et indivisible, il dit qu'elle appartient au peuple et que le peuple ne doit pas désigner des représentants. Il ne le peut pas, il ne le doit pas. Car dès lors qu'il désigne des représentants, il démissionne. Or, cette base de la souveraineté doit rester à ceux qui la détiennent. C'est un peu comme la volonté. Ça ne se greffe pas sur d'autres personnes. Elle l'est ou elle n'est pas. La volonté générale, dira Jean-Jacques Rousseau, elle est ou elle n'est pas. Elle est produite justement de cette communauté constituée par le peuple. Ce qui veut dire que deux conséquences. Dans le cas de la souveraineté populaire, le peuple s'exprime par lui-même. On fait référence davantage ici à ce qu'on pourrait appeler la démocratie directe, par rapport à la démocratie représentative. La démocratie directe. C'est le peuple qui est le détenteur et qui exprime sa volonté. Deuxième conséquence, c'est naturellement que cette démocratie directe, elle est le fruit de l'expression explicite du peuple.
et qu'il n'a pas d'intermédiaire ou de mandataire. On en trouve des transpositions dans les pratiques référendaires. Le référendum, c'est un élément qui sort de cette logique, qui dépend, qui découle plutôt de cette logique de la souveraineté populaire. Puisque le référendum, c'est une question posée au peuple, et c'est la réponse qu'il donne qui aura valeur obligatoire. Donc c'est bien le peuple lui-même qui parle. Il y a des pays comme la Suisse où ce mode de régulation est très fréquent dans les cantons, voire au plan national. Et c'est bien, vous voyez, dans une logique différente que l'on se situe. Deux logiques qui sont deux logiques apparemment opposées et qui paraissent inconciliables ou irréconciliables. Et pourtant, article 3 de la Constitution française du 4 octobre 1958, celle qui sera disséquée au second semestre. Je cite, « La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. » Vous voyez que dans cette formule ambiguë, on a tout mixé. Quand on dit la souveraineté nationale appartient au peuple, ce n'est pas vrai. Si elle est nationale, elle appartient à la nation. Mais pourquoi on a voulu regrouper cela? Parce que, comme il est dit ensuite, la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants, c'est la logique de la souveraineté nationale, et par la voie du référendum, c'est la logique de la souveraineté populaire. Donc, on a, en fonction de cette formule qui n'est pas doctrinement claire, mixé ces deux logiques de souveraineté. Deuxième problème, deuxième ligne de réflexion, souveraineté étatique et Union européenne. Nous allons aborder ici une question qui est conforme à l'évolution, c'est-à-dire peu claire. Quand on prétend, quand on affirme, quand on revendique la souveraineté, cela signifie que on est au-dessus de toute autre personne et que l'on pratique donc cette liberté d'autodétermination absolue. Mais les États se trouvent, notamment depuis 1945, ne remontons pas trop loin, soumis à des règles internationales. Quand les États adhèrent, ratifient la charte de l'ONU, quand les États sont acceptés et adhèrent à l'Organisation mondiale du commerce, etc. Cela veut dire que par traité, ils acceptent de s'auto-limiter, qu'ils acceptent donc de réduire leur souveraineté, de limiter, de gré ou de force, leur capacité de liberté d'action. Ce qui pose un problème doctrinal. La souveraineté est-elle une entité infractionnable, indivisible, comme le dit Jean-Jacques Rousseau, ou bien peut-elle être perçue comme constituée d'éléments différentiels ou différenciés? Est-ce que l'on peut vendre la souveraineté par appartement? C'est là que ça veut dire. Est-ce qu'on peut, sans limiter les conséquences sur tel plan ou sur tel autre? C'est vraiment un problème qui peut conduire à des discussions très passionnantes d'ailleurs, et qui aujourd'hui oppose les européanistes à ceux que l'on appelle justement les souverainistes.
que ce soit Jean-Pierre Chevènement ou Charles Pasqua ou d'autres, les souverainistes, ce sont ceux qui se crispent sur cette vision globale et qui défendent l'idée selon laquelle toucher à un seul aspect de la souveraineté, c'est la tuer. C'est un peu comme pour les libertés publiques. Si vous reniez une liberté, c'est toutes les libertés que vous remettez en cause. Donc, vision, vous voyez, une vision un peu systématique, un peu dogmatique de la souveraineté, ou vision fonctionnelle de la souveraineté. La question est posée. Précisément, la question est posée, et prenons l'exemple de la France, dans sa relation au sein même de l'Union européenne. L'Union européenne, ce n'est pas une organisation internationale plus ou moins imparfaite. L'Union européenne, vous le savez, c'est l'amoncellement de compétences transférées des États membres par les États membres, d'une coopération entre les États qui est devenue une intégration à quelque chose d'autre et qui se dissocie et qui s'impose aux États. L'Union européenne repose de manière systématique sur 3 volets qui se sont développés et complétés. 3 étages, comme pour une fusée. Le premier étage, c'était les communautés européennes. C'est-à-dire, c'était ce traité de Rome de 1957, suivi par quelques autres, établissant la liberté de circulation des biens, des personnes, des marchandises, etc., avec cette logique économique. Ensuite, deuxième étage, c'est la mise en place d'une politique étrangère et de sécurité commune entre tous les États membres. Et puis, troisième axe, c'est la coopération policière et judiciaire en matière pénale, qui s'est ajoutée aux 2 autres chapitres. Et l'on est arrivé ainsi à observer la montée en puissance d'une entité, un peu un objet juridique non identifié, qu'on appelle l'Union européenne, à partir de transferts qui réduisaient d'autant les capacités d'action des États. Il y a 2 principes qui servent, je dirais, de clé de conciliation ou de cohérence. Le principe de subsidiarité, c'est un mot un peu barbare, subsidiarité. Ça veut dire que, en termes de politique publique, en termes de stratégie d'action, l'Union européenne ne doit intervenir qu'en dernier ressort. Le principe de subsidiarité signifie qu'il faut toujours identifier le niveau de décision le plus proche du lieu de décision, c'est-à-dire de l'endroit où la décision va être mise en application. Être le plus proche possible. C'est parce que la commune ne peut pas faire telle et telle opération que c'est l'État qui l'a fait. Et c'est parce que les États, chacun d'entre eux, ne peut pas prendre telle décision tout seul que l'Union européenne va intervenir. Vous voyez, je dirais que le G20, par ailleurs, est tout à fait la traduction de cette reconnaissance d'une souveraineté en question, puisque, quelle que soit la détermination farouche, passionnée ou verbale, qu'importe, mais quelle que soit la détermination affichée d'un État, c'est complètement inopérant si les autres n'appliquent pas, ne retiennent pas et ne coordonnent pas leur action dans la même direction. Ce qui est vrai pour le G20, qui se réunira bientôt, c'est vrai encore plus dans le cadre de l'Union européenne. D'où donc ce principe de subsidiarité et deuxièmement le principe de proportionnalité. Principe de subsidiarité, principe de proportionnalité, c'est-à-dire que l'Union européenne ne doit prendre de décision qu'en graduant, en trouvant le degré nécessaire et suffisant de son intervention.
un dosage acceptable. On essaie, vous le voyez, de trouver un équilibre entre un transfert qui pourrait être inquiétant et un rejet qui pourrait être désolant. Donc, principe de subsidiarité, principe de proportionnalité. Il n'en reste pas moins que la France, comme les autres États membres, au fil des années, a transféré à Bruxelles, à l'Union européenne, des compétences. Alors, quel est l'impact sur la souveraineté? 3 décisions du Conseil constitutionnel pour en mesurer l'importance. Première décision du Conseil constitutionnel, elle date du 30 décembre 1976. Et cette décision du Conseil constitutionnel du 30 décembre 1976 concerne l'Assemblée européenne. C'est la première fois, en effet, que les États membres de l'Union européenne ont accepté, dans un accord commun, d'élire un Parlement dont les membres seront, dans chaque pays, selon un nombre variable en fonction de la démographie de chaque pays, élus par les citoyens de chacun d'entre eux pour constituer le Parlement européen. Ce Parlement qui, vous le savez, siège pour une part à Strasbourg. La question était donc posée, et c'est pourquoi ce traité va être soumis à l'examen du Conseil constitutionnel, la question était posée, est-ce que le fait d'élire un député européen, ce n'est pas porter atteinte à la souveraineté nationale, puisque par définition, ce député européen va se trouver dans le Parlement européen en contact avec d'autres députés d'autres pays et qu'ils vont ensemble voter des textes qui dépassent et qui sont bien sûr des textes qui vont s'imposer à chacun des États membres. Est-ce qu'on n'est pas en train de porter atteinte à la souveraineté? Quelle est la décision du Conseil constitutionnel? Elle est de dire que la France peut accepter des limitations de souveraineté, mais non des transferts de souveraineté. La distinction que fait le Conseil constitutionnel en 1976, c'est une distinction donc très claire, au moins dans les mots. Oui, aux limitations de souveraineté, c'est possible, mais non, jamais, au transfert de souveraineté. Quelle est la différence? La différence, c'est que limiter sa souveraineté, ça veut dire que l'on accepte de la réduire. Alors que transférer sa souveraineté, ça veut dire qu'on la confie à quelqu'un d'autre. On en perd la maîtrise. C'est pire. Vous comprenez? Transférer, c'est beaucoup plus que limiter. Se limiter, c'est réduire volontairement, mais en détenant cette capacité volontaire d'action, sa marge d'intervention. Transférer, c'est donner à un autre. Substituer, donc c'est en quelque sorte greffer sur un autre que soi-même cette capacité d'action, et c'est beaucoup plus grave et dangereux. C'est ce pourquoi le Conseil constitutionnel fait une distinction entre limitation de souveraineté, transfert de souveraineté. Et il dit, eh bien précisément, le fait d'élire ce Parlement au suffrage universel direct tel que c'est prévu ne constitue en rien un transfert de souveraineté, donc ce n'est pas incompatible. Deuxième décision, nous sommes en 1992, le 9 avril 1992. Cette décision, elle concerne le traité de Maastricht, M-A-A-S-T-R-I-C-H-T. Le traité de Maastricht, c'est-à-dire celui dont je vous ai déjà parlé, qui a contribué à créer la monnaie unique, à autoriser aux citoyens d'autres pays européens d'être électeurs, voire candidats aux élections municipales, etc. Donc, un traité qui allait assez loin dans la détermination européenne de compétences traditionnellement étatiques.
Le Conseil constitutionnel doit donc examiner la cohérence et la compatibilité. Que dit-il? Il dit que la France peut, par un traité, sous réserve de réciprocité, accepter des transferts de compétences. Mais que celles-ci ne doivent jamais porter sur les conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale. Je répète, la France, dit le Conseil constitutionnel, peut, par traité, en raison de réciprocité liée à tout accord contractuel, accepter des transferts de compétences. Mais aucun de ces transferts ne doit concerner les conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale. Intéressant cette décision. Alors, intéressant à deux titres. Intéressant parce que ce n'est pas par hasard. Si le Conseil constitutionnel utilise cette fois le terme de compétence et non pas le terme de souveraineté. En 1976, il disait oui aux limitations de souveraineté, c'est possible. En 1992, il dit OK pour les transferts de compétences, mais pas transfert de souveraineté. Quelle est la différence? La différence, c'est peut-être un peu jésuistique comme approche, c'est qu'une compétence, c'est une capacité d'action juridique. Une compétence, c'est une modalité d'intervention, en quelque sorte, qui se situe sur le terrain technique. C'est capacité juridique d'action. Alors que la souveraineté, c'est la capacité de décision en propre, c'est-à-dire, comme Georges Sell, qui est un maître de droit international, qui a fondé le droit international européen assez largement, en parlant de la distinction, disait lorsqu'on touche à la souveraineté, on touche à l'amour-propre. On touche donc à une sensibilité de nature politique. Lorsqu'on touche, au contraire, aux compétences, on touche à une approche plus technocratique, juridique, technique. Donc, ce que veut dire le Conseil constitutionnel, l'État peut toujours transférer des compétences. Il ne transfère pas la souveraineté. Ça veut dire que si un jour la nécessité s'en fait sentir, il pourra revenir sur ces transferts puisqu'il a conservé la souveraineté. Il n'a fait que transférer les modalités de mise en œuvre en s'interdisant lui-même d'intervenir. Mais il conserve. Bon. Et puis, par ailleurs, deuxième intérêt de cette intervention du Conseil constitutionnel, c'est de dire que les conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale ne peuvent être modifiées, ne peuvent être l'objet de ces transferts. Il veut parler là, par exemple, du respect des institutions de la République. Il veut parler là de la continuité de la vie nationale. Il veut parler des garanties accordées aux libertés publiques. Intouchables, ces conditions essentielles d'exercice des libertés, de la souveraineté nationale. Alors, cette phrase que je viens de relever, elle pose une question. Cela veut donc dire que le Conseil constitutionnel a opté pour une conception fractionnable et non pas indivisible, fonctionnelle et non pas dogmatique de la souveraineté. Puisqu'il dit, dans la souveraineté nationale, il y a des conditions essentielles, intouchables. A fortiori, cela veut dire qu'il y a donc des conditions qui ne sont pas essentielles. Ça veut dire donc que l'on peut imaginer, dans cette hypothèse, que la souveraineté serait constituée d'un noyau dur, d'un noyau central, d'identification, qui en fait ce qu'elle est, ce sont ce qu'on appelle les conditions essentielles, et puis d'autres conditions plus secondaires, moins importantes, qui, elles, peuvent faire l'objet d'adaptations en fonction de transferts dont elles seraient l'objet. C'est une conception qui peut soulever beaucoup de polémiques
car où est la frontière, personne ne le sait. Et c'est le Conseil constitutionnel lui-même qui se fait juge de la dessiner de temps à autre. C'est évidemment un peu imprécis. Troisième décision, 20 décembre 2007. 20 décembre 2007. Il s'agit cette fois de l'intervention du Conseil constitutionnel concernant le traité de Lisbonne, le dernier en date, celui dont on attend toujours la ratification par la République tchèque et par l'Irlande, donc le traité de Lisbonne, qui est, vous le savez, la mouture aseptisée, light, de ce qu'était le traité constitutionnel que la France avait refusé au référendum de 2005. Alors bien sûr, ce traité de Lisbonne, comme celui qui le précédait, comporte des dispositions qui conduisent, par exemple, à élargir le nombre de décisions, de domaines où l'Union européenne pourra prendre ses décisions à la majorité qualifiée et non pas à l'unanimité. Je m'arrête un peu là-dessus car c'est très important. Lorsque l'Union européenne se trouve être contrainte d'adopter une décision à l'unanimité, ça veut dire que chaque État conserve sa liberté, sa souveraineté, puisque chaque État peut dire non. Regardez d'ailleurs le temps qu'il a fallu, les efforts qu'il a fallu déployer pour que la France obtienne que la restauration soit soumise à une TVA de 5,5%, parce que quelques États, dont l'Allemagne, refusaient de donner leur accord. Il a fallu convaincre chacun des 26 autres pour arriver à l'unanimité. Mais l'unanimité, elle est à la fois exigeante, elle est évidemment difficile, mais elle préserve la liberté de chacun. Lorsque l'on passe à la majorité qualifiée, principe de décision qui est évidemment beaucoup plus efficace, car ça veut dire qu'on n'a pas à s'embarrasser de l'opposition de quelques-uns, on va imposer la décision dès lors qu'on aura rempli les conditions d'une majorité. Alors on l'appelle qualifiée parce que c'est une majorité pondérée, avec un nombre de voix qui est beaucoup plus que 50%. C'est au regard de la population, au regard de la représentativité de chaque État, c'est plus compliqué que cela, mais c'est majorité qualifiée. Or, le traité de Lisbonne reprend en cela le traité constitutionnel précédent, élargit assez largement le nombre de domaines dans lesquels l'Union européenne peut prendre ses décisions à la majorité qualifiée et non à l'unanimité. C'est aussi dans le cadre de ce traité que l'on voit que le Parlement accentue son rôle législatif. Eh bien, le Conseil constitutionnel, le 20 décembre 2007, a justement souligné que ces dispositions portaient atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale. On est au cœur du problème. Le Conseil constitutionnel reconnaît le 20 décembre 2007 que dans certaines de ces dispositions, le traité de Lisbonne porte atteinte aux conditions essentielles d'expression de la souveraineté nationale. Alors que faire? C'est prévu dans ces cas-là. Ça veut dire que le traité ne pourra être ratifié que si la Constitution est révisée. Et la Constitution sera révisée le 4 février 2008, permettant la ratification du traité de Lisbonne. Mais il a fallu passer par la révision de la Constitution. Je reparlerai techniquement de cette procédure dans quelque temps, mais je veux dire par là que vous voyez qu'il y a en permanence, au regard de cette intégration européenne, des évolutions qui conduisent à des adaptations dont la souveraineté est perdante au niveau de ce qu'elle fut, souveraineté étatique. Ce que je voudrais ajouter à ce sujet, c'est 3 remarques simples. La première remarque, c'est pour observer que l'État n'est plus ce qu'il était. C'est-à-dire que quand l'État est apparu dans cet univers du Moyen Âge,
accéléré à la Renaissance pour devenir l'ère des nationalismes au XIXe siècle. Quand l'État est apparu, il est apparu blindé, je dirais, il est apparu avec sa force publique, l'ordre, avec son droit, la justice, et avec sa monnaie, monopole d'émission de la monnaie. Et aujourd'hui, la monnaie, elle n'est plus liée à l'État. Tiens donc, à ce sujet, il y a des expériences, le quotidien Le Monde d'aujourd'hui consacre une page à cette analyse. À Londres, dans un quartier de Londres, aujourd'hui, il y a des commerçants, des habitants qui ont inventé leur monnaie, qui n'est plus la livre, pour les achats du quartier, entre les personnes qui vivent dans le quartier. Comme si le fait de se redonner ce moyen, c'est un peu un Monopoly original, le moyen de s'identifier par une monnaie à soi, c'était à nouveau se reconnaître maître de son destin. Je vous renvoie à l'article en question, mais cela pour rappeler que la monnaie n'est plus, que le droit, 40 à 50%, je le rappelle, de notre droit français est complètement encadré par des règles européennes, qu'en matière de politique étrangère, on a inventé un monsieur PESC, c'est-à-dire politique de défense et de sécurité commune, qui représente l'Union européenne, qu'en matière économique, il y a aussi ces interférences et ces encadrements. Si bien que la question est donc posée, c'est le troisième thème que j'aborde pour clore le sujet à propos de la souveraineté. La souveraineté est devenue un dogme qui a implosé. C'est un dogme en voie de disparition. C'est un dogme parce que c'est grâce à l'affirmation de cette souveraineté que l'État a pu apparaître. Il s'est opposé à l'Église, il s'est opposé à l'empereur, et c'est en s'affirmant avec sa pleine disposition de lui-même qu'il a pu devenir cette personne hors du commun que j'essaie de vous décrire. Mais aujourd'hui, la souveraineté de l'État se trouve percutée par deux logiques contraires. D'abord, la logique de la mondialisation. Je n'ai pas voulu développer cette question, du moins pas tout de suite, mais comprenez bien que voulez-vous que fasse un État comme le Danemark, tiens, prenons l'exemple du Danemark, dont le budget annuel est inférieur au budget correspondant de multinationales, notamment de l'agroalimentaire. Les entreprises multinationales apatrides ont des logiques qui n'ont rien à faire des frontières étatiques et qui imposent des contraintes dont les États sont les victimes et pas les acteurs. Donc cette logique-là est une logique prégnante qui est absolument perturbatrice pour ce dogme. Mais c'est aussi par ailleurs, deuxième percussion, ce que j'appellerais une percussion interne. C'est que l'État se trouve contesté par le haut, mais contrarié aussi par le bas, puisque à l'intérieur même de l'État, et suivez encore une fois les événements qui vont se dérouler dans les prochains jours en Catalogne, les régions de certains États entendent, souhaitent devenir indépendantes, c'est-à-dire vont, en tout état de cause pour l'instant, partie prenante d'un État, limiter sa souveraineté. La décentralisation, la régionalisation sont autant de méthodes d'action qui réduisent par nature la capacité d'action de l'État. Donc vous voyez que la souveraineté, dont on dit toujours que c'est le critère distinctif de l'État, eh bien c'est aujourd'hui un accompagnement
dans l'action de l'État qui se trouve relativisée en raison justement de ces coopérations nécessaires et de ces intégrations volontaires. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Vous aurez donc, je termine, la semaine prochaine, la première séance de travaux dirigés où on vous parlera de bibliographie, où on vous fera